Hello à tous. Salut tout le monde. Alors bonjour et bienvenue dans ce live de Craft Records. On est content de vous accueillir ce midi, donc avec Jean-François Garot, Hello. que je vais vous présenter du coup rapidement. Donc Jeff, il est directeur d'agence de Sphère Nantes. Il est aussi co-organisateur du DevFest Nantes, qui est le plus gros DevFest d'Europe, si je ne dis pas de bêtises. Donc une conférence sur Nantes. Et d'ailleurs, si vous n'êtes jamais allé, c'est une conférence très très sympa, vraiment. Et Jeff est aussi speaker. Exactement. Comme je dis très souvent, j'ai la triple casquette. C'est Participant, parce que je participe quand même à des événements, speaker, donc j'ai l'occasion de voir un petit peu ce qui se passe quand on prépare des trucs, etc. Et bien entendu, organisateur. Donc, j'ai la chance de pouvoir comprendre un petit peu les méandres et les choses cachées d'un CFP, toutes les joies d'organiser un événement, quoi. Et pour ma part, en fait, j'ai cofondé Craft Records, qui est un groupe de speakers qui ont envie de transmettre aux autres la manière, enfin voilà, les aider à devenir speakers eux-mêmes, parce qu'on est un groupe de personnes qui ont essuyé les plâtres, qui ont commencé sans connaître de gens dans le milieu, justement, qui en faisaient, et on s'était dit, ce serait cool justement de transmettre ce que nous on sait, pour justement permettre aux gens de plus facilement à donner une première conférence. Et c'est aussi pour ça qu'on lance ces lives-là donc sur Twitch. Donc en fait, ce qu'on va faire là, c'est on lance une série de lives qui vont vous permettre de voir la manière dont nous, en fait, qui avons l'habitude de créer des conférences, en fait. Cette première session est dédiée à ce qu'on appelle l'idéation, parce qu'on a noté que les gens avaient souvent, en fait, avaient du mal à trouver l'idée pour se lancer. Ils ont envie de se lancer, mais ils savent pas où piocher. Ils ont peut-être même des fois des fausses idées qui les empêchent en fait, ils ont des a priori, disons, qui les empêchent aussi de trouver la bonne idée, et on va parler de ça pendant le live. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions, hein, le chat est fait pour ça. On vous invite du coup à interagir avec nous. Le but là, c'est de créer une conférence, et une vraie conférence de zéro. Donc vous allez voir toutes les étapes. C'est un petit peu méta comme exercice, hein, puisque effectivement vous voyez comment on va parler de comment faire et le faire en même temps. On espère que ça vous apportera beaucoup. Donc je le répète, le scope de jury, c'est de trouver l'idée. Donc en fait, Jeff et moi, ce qu'on va faire, c'est essayer de vous expliquer comment nous on trouve nos idées, et puis ensuite, définir en fait ce qui pourrait être une bonne idée pour co-construire un talk Jeff et moi. C'est ça, exactement. Ouais. Alors je sais pas si tu voulais rajouter un truc là-dessus, Jeff. Non, en effet, c'est un exercice qui est important. En effet, comme tu dis, moi, comme toi, alors à l'échelle nantaise, plus je forme régulièrement des gens au fait d'être speaker ou speakeuse. Et l'idéation, c'est vraiment un truc sur lequel c'est important de se poser, parce que c'est vrai que souvent ça entoure beaucoup de craintes, d'interrogations et de fausses bonnes idées ou de choses où on se dit non, en fait c'est pas pour moi, alors qu'en fait vous vous rendez compte que si c'est tout à fait pour vous. Donc je plus sois l'exercice. Et d'ailleurs, dans les gens qui sont connectés sur le chat, si vous avez des blocages, etc., n'hésitez pas à nous poser les questions. Est-ce qu'on part de ce que nous on a l'habitude de voir chez les gens des blocages qu'on voit généralement chez les gens qu'on accompagne, ou on parle tout de suite de la manière dont nous on trouve les idées? Je pense qu'on peut introduire d'abord cette histoire de blocage. Ouais. En effet. Ça peut être un bon début. Et après, juste un truc, parce que je sais que tu seras d'accord avec ça, Julien. C'est pareil, vous aussi, vous avez d'autres techniques que vous avez envie de partager dans le chat auquel on n'a pas pensé. Bien entendu, on sera disposé à discuter de tout ça. Ouais. Alors du coup, toi, quand tu aides les gens quand les gens viennent te voir et te dire, voilà, j'aimerais bien me lancer, mais
mais je trouve pas l'idée. Qu'est-ce que tu vois généralement comme blocage chez eux? En fait, il y a eu, quand j'ai créé une série de talks autour de ce sujet, ça venait d'un constat qui était quand même assez partagé vis-à-vis des questions des gens avec qui je discutais, parce que je me suis rendu compte que moi, je parlais en conférence, mais que j'avais des collègues qui étaient souvent bien meilleurs que moi, qui prenaient pas la parole. Et je comprenais pas pourquoi. Donc j'ai discuté beaucoup avec eux. Il y a un petit peu de freeze du côté de Jeff. Est-ce que vous m'entendez moi toujours ou on a complètement perdu le live? Non. Il a l'air bloqué. Non. Bon. C'est... Ouais, donc du coup. C'est bon. Je ne sais pas qui c'était, mais du coup, alors ça a coupé au moment où tu as dit. J'ai remarqué que. Qu'il y avait des blocages. Non, que tu avais dit que tu avais des collègues meilleurs, enfin qui étaient très bons, qui prenaient pas la parole. Exactement. Et donc, du coup, ce qui ressortait très souvent, en fait, les choses qui ressortaient, c'était les remarques qu'on me donnait dans 90% des cas, c'était soit je me sens pas légitime ou je ne sais pas de quoi parler. C'était vraiment les deux sujets majeurs qui ressortaient systématiquement. Et là-dessus, en fait, ce que j'explique à chaque fois, c'est que je prends souvent l'image de Calimero. Alors, bon, Calimero, ça commence à dater. Je sais pas si ça parle des plus jeunes ou pas, mais un terme de mon point de vue était assez répandu, donc on a tendance à se sous-estimer et à avoir le syndrome de l'imposteur, quel qu'il soit. Et en fait, en gros, on a toujours des trucs à partager. C'est pas vrai qu'on n'a rien à partager ou qu'on n'est pas légitime. Et je prends des exemples très simples. Alors là, pour le coup, je vais parler du monde tech, mais ça s'applique quand même assez vite à d'autres domaines. Dans le monde tech, on a ce qu'on appelle des code reviews, ou des moments où on a des sprint reviews, où on se permet d'aider ses collègues, d'améliorer. Quand on a une discussion au café, on se permet de dire tiens, au fait, t'as lu cet article-là, c'est intéressant, etc. Et donc, en fait, ces choses-là qu'on fait face à ses collègues, pourquoi on ne les ferait pas à un niveau plus large? Et donc, de façon provocante, régulièrement, j'amène les gens à se poser la question et je leur dis mais si tu n'hésites pas à partager avec tes collègues, ça veut dire mais que tu n'oses pas partager à l'extérieur, ça veut dire que tu n'estimes pas tes collègues parce que tu considères qu'ils sont moins bons que toi, mais que tu as des choses à leur apporter. Par contre, à l'extérieur, tu n'as rien à apporter et que le monde extérieur est meilleur que tes collègues. Je le fais de façon provocante, justement, que les gens me disent mais non, mes collègues, ils sont très bons, ils sont tout aussi légitimes que les gens à l'extérieur. Et donc, en fait, ça balaye assez vite ce côté légitimité. Ouais. Et je suis complètement d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, on se pose pas vraiment la question quand on a quelqu'un qui s'onboard dans l'équipe de notre légitimité à lui transmettre du savoir, et même des fois sur de la technicité qui n'est pas forcément liée qu'au projet, mais des trucs qui sont liés à un langage ou quoi que ce soit. Et on le fait tous les jours, ça. Et donc, effectivement, il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Il y a aussi une fausse idée que les gens ont, qui est que de donner un talk, ça veut dire qu'on est forcément un expert international sur le sujet et qu'on est le meilleur du truc. Et c'est totalement faux, en fait, parce que le truc, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des audiences... Enfin, les gens qui constituent le public dans une conférence sont de niveaux complètement différents. Et c'est pas parce que... imaginons qu'on a... Par exemple, je parlais de Kubernetes. On sait très bien que Kube, ça fait un moment que ça existe et qu'il y a pas mal de gens qui ont creusé le sujet et qui en a des très bons dessus. Mais il y a des gens qui ne sont pas encore y allés. Et du coup, donner une conférence sur les basiques, ça a toujours de la valeur. Parce que potentiellement, tu as des gens qui sont encore au stade de la découverte. Et moi-même, en fait, tu vois, par exemple, j'ai donné des conférences, moi, sur de la sécu, sur le WASP Top 10. Comment ça m'était venu? C'était, j'avais remarqué que mes collègues étaient pas très au fait des bonnes pratiques de sécurité. Moi, j'en connaissais et je les ai formés sur ce que je connaissais. Et puis après, j'en ai même donné une conférence parce que j'ai vu que, généralement, dans l'industrie, les gens étaient pas forcément au fait de ça. Mais... dans l'industrie, vous allez trouver des gens qui me détruisent totalement techniquement sur ces sujets-là, en fait. Y a des gens, ce qui fait que, typiquement, ce genre de conférence, je sais que ce sujet-là, je vais le présenter à des conférences généralistes ou beginners sur des sujets de sécurité.
Mais par contre, sur des trucs, des confs spécialisés en sécu, je vais pas la présenter parce que le public n'attend pas ça, en fait. C'est ça le truc. Donc en fait, il faut bien comprendre aussi que voilà, enfin, vous vous adressez à des gens qui ont potentiellement une appétence sur le sujet, qui n'ont pas forcément les connaissances que vous avez. Voilà. Je vais citer ce que dit. Je plus sois complètement ce qu'a écrit Pixelastic. Il n'y a pas de mauvais talk, c'est ce que j'allais dire justement. Il y a juste des mauvais contextes, des mauvaises audiences, c'est tout. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Il n'y a pas de mauvais sujet. C'est juste qu'il y a des mauvais contextes. Comme il dit, hein, Julien, s'il va proposer son top 10 de WASP à une conf d'experts en sécu, bon, peut-être qu'il risque d'être un petit peu challengé. Bah, c'est ça. Et puis, en fait, même eux, ils vont pas... Enfin, je vais pas leur apporter grand-chose. Mais ceci dit, il y a quand même un truc qu'il faut pas négliger, c'est que on croit savoir aussi beaucoup de choses sur des sujets, et des fois, même moi, quand je vais voir des talks sur des sujets que je connais déjà, je me rends compte qu'il y a des trucs que j'avais mal compris, etc. Donc, vous voyez, enfin, il faut faire attention aussi sur les biais, nos propres biais, le biais des personnes qui nous regardent. Du coup, ça me permet d'embrayer sur un autre truc, qui est que, au final, ce qui compte sur un sujet, c'est le temps que vous y avez passé. Et tout le monde n'y passe pas autant de temps que vous, en fait. Et ce que vous restituez, en fait, c'est un travail, c'est une recherche. Plus que, on va dire, de l'apprentissage par cœur et du fait que vous avez été le mec qui a créé le sujet. Enfin, voilà. Et ce travail-là, c'est, en fait, en gros, une conférence, par exemple, ça va être... par exemple, un live coding, ça va être des centaines d'heures de préparation du code, etc., condensé sur 50 minutes. Et en fait, il y a l'essentiel sur 50 minutes. Et les gens ont pas eu besoin d'aller faire les recherches de tout ce qu'il y a, enfin, et de compiler, etc. Ce travail de compilation, il est très important, en fait. Et ce qui justifie d'autant plus que, enfin, comme c'est quelque chose que ne font pas les gens, en fait, c'est la valeur que vous leur apportez. Et indirectement, je compléterai même ce que tu es en train de dire, dans le sens où il faut bien prendre conscience que rentrer dans le cercle des conférences devient un cercle vertueux pour vous, parce que, comme dit Julien, restituer 1 heure de conf, c'est une chose, mais derrière, il y a eu, si on reprend son exemple, 50 heures de travail, voire même plus, sur du code, etc. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui vous aura enrichi énormément. Donc, de base, une conférence va être un système d'enrichissement personnel très fort. Alors là, ça peut paraître un petit peu égoïste, mais c'est quand même un fait. Et il faut prendre conscience de ça, parce que ça va vous aider non seulement à structurer vos idées, à vous améliorer, à travailler notamment, on en reparlera après, de sujets de veille ou de choses comme ça. Et surtout, il faut bien se challenger sur pourquoi on a envie de faire ça. Est-ce que globalement, vous faites ça parce que vous avez envie d'être célèbre, ou est-ce que vous faites ça parce que vous avez envie de partager? Et si vous faites ça parce que vous avez envie de partager, ne targetez pas direct des confs énormes. Des confs en entreprise, c'est aussi valorisable. Moi, récemment, là, j'ai donné des confs au mode BBL, il y avait 5 personnes devant moi, et c'est très bien. 5 personnes qui sont sorties, elles étaient très contentes du sujet que j'ai apporté. Et pour autant, j'étais pas en train d'adresser une salle de 500, 600 personnes. C'est pas grave. Effectivement. Et en fait, quelque part, ce qu'on est en train d'essayer de vous dire, c'est que tout le monde a quelque chose à partager. Vous le faites tous les jours au travail. Vous le faites tous les jours avec vos collègues qui sont du même niveau que vous, même des gens qui... Enfin, en plus, c'est hyper compliqué d'estimer ce qui est le niveau d'une personne vis-à-vis d'une autre, parce qu'on a des compétences qui sont sur des hard skills, soft skills, enfin bref, et on peut pas vraiment comparer les gens en réalité, mais vous avez toujours quelque chose à apporter à quelqu'un, parce que rien que par votre travail. Donc, en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est tout le monde peut donner une conférence. Alors, une fois qu'on a dit ça, et d'ailleurs, je vais si vous voulez en apprendre plus sur le syndrome de l'imposteur, je partage dans le chat la vidéo, le talk d'Aurélie Vache qui parle du syndrome de l'imposteur et comment potentiellement faire pour le dépasser.
Donc, pour résumer, le syndrome de l'imposteur, c'est que vous attribuez en fait vos réussites à d'autres, et ce qui fait que, et ce qui fait que vous n'avez pas forcément confiance en vous pour pouvoir faire les choses, alors que toutes les ressources sont là. Donc, donc une fois qu'on a parlé de ça et qu'on considère que tout le monde peut se piquer, on va vous donner maintenant des techniques pour trouver des sujets. J'attaque ? Ouais, vas-y. Ok. Alors moi j'en ai une que j'utilise beaucoup. En fait, j'utilise la courbe du hype de Gartner. La courbe du hype de Gartner, c'est une courbe, donc si vous regardez un doigt là, qui est comme ça, là, qui commence, hop, et puis qui après fait un truc un peu en mode plateau. Une sorte de vague un petit peu. Et cette courbe, j'aime beaucoup parce qu'en fait, elle est hyper applicable aux méthodologies, aux technologies, à tout ce qu'on découvre. C'est-à-dire qu'une technologie, une méthode démarre, donc pour l'instant, c'est pas connu. Donc, voilà, merci. Donc, là, la partie technologie trigger, c'est le démarrage d'une méthode, d'une techno. Et puis après, on va arriver dans le pic des attentes. Donc là, si on prend en ce moment, dans les sujets pic des attentes, il y avait tout ce qui est blockchain, des trucs comme ça, on est pas mal dedans là. Et après, il y a le trou de la désillusion, donc c'est globalement, tout le monde est parti dedans. C'était l'effet Kubernetes il y a 4-5 ans, où tout le monde était parti dans Kube. Et puis finalement, on s'est rendu compte que Kube, c'était peut-être pas la solution à tous les problèmes. Donc on est tombé dans le trou de la désillusion. Et il y avait des choses à apporter. Et après, on arrive dans le plateau de la productivité. Donc, en effet, si je reprends encore ce sujet Kube, les sujets qu'on va traiter aujourd'hui sur Kubernetes vont plutôt, en conférence, ne seront pas forcément des sujets débutants. Alors, entendons-nous bien, hein, par rapport à ce qu'on a dit juste avant, il y a des contextes dans lesquels ça sera pertinent, mais si on se retrouve sur une conf type Devox ou un Cloud Summit ou des trucs comme ça, les sujets Cube, ce ne sera pas forcément des sujets débutants. Ce sera plutôt au contraire des sujets sur des points de détail, des façons d'optimiser son cluster, etc. Bref, c'est ce que j'appelle le plateau de la productivité. Pourquoi je vous parle de cette courbe ? C'est que dans votre veille, ou dans votre travail, ou voire même dans votre expérience personnelle, d'un point de vue vie, vous positionnez quelque part là-dedans. Là, ce qu'on est en train de faire typiquement avec Julien, c'est on se positionne sur le plateau de la productivité d'un point de vue expérience speaker-speakeuse. Parce que on a eu l'occasion de tester un petit peu ces différents trucs. Le trou de la désillusion, on y est passé, lui et moi aussi. Et maintenant, on est plutôt au contraire à se dire, ok, comment on va aider des gens à s'améliorer. Donc, vous voyez, c'est applicable aussi à votre vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va falloir après la corréler avec un autre sujet qu'on abordera sûrement après sur la gestion du temps, sur les timings différents. Mais bref, dans votre veille, vous pouvez vous positionner plutôt d'un point de vue technologie trigger. C'est complètement valable de faire des confs sur des sujets de veille. C'est pas grave. C'est comme on disait, on n'est pas obligé d'être l'expert en la matière ou l'experte en la matière pour délivrer un sujet. Et après, par contre, on va se positionner. Trou de la désillusion, c'est le truc parfait pour des retours d'expérience. Genre, j'ai fait un burn-out, comment l'éviter ? Ou j'ai mis tel techno en place, ça n'a pas marché. C'est une sorte de post-mortem. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est personnellement la technique que j'utilise chaque année. Donc je me pose à un moment, je me dis tiens, en fait, c'est quoi les sujets que j'aurais envie d'adresser ? Et je me pose plusieurs questions. Quels sont les sujets de veille que j'ai envie de travailler ? Parce que comme je vous disais tout à l'heure, ça va vous aider à vous améliorer. Donc mes sujets de veille, c'est des choses sur lesquelles j'ai envie de me perfectionner. Et aussi les trucs sur lesquels j'ai gagné en maturité et potentiellement je vais pouvoir partager. Voilà, ça par exemple, ça c'est ma technique que je vous partage aujourd'hui. Comment identifier des sujets. Je ne sais pas si toi, Julien, t'as... Ouais, du coup, ça s'en rapproche quand même pas mal. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est en fait, il y a plusieurs topologies. Il y a ce que vous savez. En fait, ce que vous savez va toujours servir à quelqu'un. Et typiquement, moi, j'ai accompagné une développeuse dans sa création de talk pour Devox l'année dernière qui s'appelle Alicia.
alors non, c'est pas exactement ce use case là, c'en est un autre, mais qui, en gros, qui connaissait comment écrire des tests, on va dire en React, et qui se disait mais ça jamais ce sera comment dire, ça passera en conférence. Et j'ai expliqué bah en fait t'as des gens qui n'écrivent toujours pas de tests en React et qui potentiellement ont envie de s'y mettre. Donc en fait le fait que tu saches comment faire, c'est de la valeur pour les gens qui ne savent pas comment faire. Donc ce que vous savez va potentiellement être un bon sujet aussi, une bonne manière de trouver un sujet de conférence. Il y a ce que vous aimeriez apprendre. Alors ça peut paraître bizarre, parce que vous allez dire, mais en fait, on va parler d'un sujet qu'on ne maîtrise pas. Mais le truc, c'est que vous allez apprendre le sujet en creusant. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas taper trop haut dans le niveau de complexité du sujet, et que si vous voulez chercher, vous n'avez jamais fait d'IA, et que vous allez commencer ou de cryptographie, et vous commencez à vous lancer dans expliquer comment marche SHA-256 dans les internes, ça va être compliqué. Mais par exemple, moi récemment, j'ai donné un talk sur OAuth 2.1. Je ne savais pas ce qu'était OAuth 2.1. Je connaissais un peu les bases de OAuth. La version 2.1, je la connaissais pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pas mal de recherches, j'ai appris, et ça m'a permis de restituer. Et je l'ai même créé pour ça, quelque part. Ce talk, c'était pour me dire, à chaque fois que j'essaye de comprendre ce que c'est que ce OAuth, je repasse du temps à refaire des petites recherches par-ci par-là. J'imprime vite fait et à chaque fois j'oublie. Du coup, je me suis dit, bah, le meilleur moyen d'apprendre, c'est un petit peu ce qu'on vous dit, c'est de l'écrire, quoi. Et en fait, j'ai construit un talk comme ça, qui me permettait à moi de me solidifier justement sur ces concepts. Donc, ce que vous voulez apprendre est un bon moyen aussi de trouver un sujet, parce que le temps que vous allez y passer, c'est de la valeur, hein, c'est du temps que les gens vont regarder, enfin, que les gens vont regarder n'auront pas à dépenser. Hein, il vous aura amené du coup... C'est exactement ce que dit mon chef. Il dit souvent 1 heure de conférence équivaut à 8 heures de veille. Ce que tu consommes en regardant 1 heure de conférence, ça équivaut à 8 heures de lecture de veille. Et justement, ce travail qu'expose Julien, c'est ce qu'on fait là. Par contre, en effet, il faut être honnête. Si on s'attaque à un sujet sur lequel on n'est pas expert, on ne va pas dire dans le descriptif masterisation ou expertise de tel sujet. Non, on peut dire découverte, ça c'est un terme qu'on retrouve très souvent, découverte, intro sur tel sujet. Et comme ça, si on est clair avec l'audience, pas de risque d'être mal interprété. Ouais, c'est ça, il faut être aussi un peu humble dans la démarche, et effectivement. Et il y a un truc que dit Pixelastic, donc Tim, qu'on connaît, qui est aussi qu'est-ce que je sais maintenant et que je savais pas à l'époque et que j'aurais aimé savoir à l'époque. En fait, c'est exactement le point sur lequel j'allais arriver, c'est est-ce que vous connaissez, enfin, est-ce qu'autour de vous, dans vos collègues, vous voyez que les gens ont souvent le même problème, quels sont leurs irritants, et dont vous connaissez une solution. Parce qu'il y a de fortes chances que s'il y a pas mal de gens autour de vous qui ont le problème, bah, dans la communauté, il y aura une certaine représentation les gens, il y a d'autres personnes qui rencontreront aussi ce problème-là. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai créé moi mon talk sur le WASP Top 10. C'était de me rendre compte que les gens souvent ne connaissaient pas les bonnes pratiques. Et du coup, je me suis dit, bah moi je les connais. Je me rends compte que ça peut être un besoin pour les personnes. Et il me semble que j'avais un autre angle aussi. De comment trouver l'idée. Si, et c'est peut-être le plus important. C'est qu'est-ce qui vous fait plaisir à transmettre. Ça, c'est... parce que des fois, c'est même pas sur des sujets sur lesquels sur des sujets, on va dire... ça peut être des sujets un petit peu aliens, comme on dit. Il y a des gens qui font des sujets sur de l'IoT, alors que dans leur boulot, ils font pas d'IoT. Et c'est des sujets qui passent en conférence. Parce que il y a aussi des tracks qui sont justement pour de l'ouverture et pas que sur des trucs qui nous servent au quotidien. Notamment Christophe Jolivet fait pas mal de conférences sur de l'IoT, en tout cas il en faisait pas mal. Et voilà, donc ce que vous aimez transmettre, c'est aussi ce que vous aimeriez transmettre et ce qui vous ferait plaisir de parler sont aussi des bons sujets. Et là, j'ai accompagné quelqu'un qui est dev, qui va donner sa première conf à Devox France, qui vient du monde de la 3D
Et c'est vraiment le truc qui faisait plus plaisir. Je lui ai dit, mais vas-y, en fait, parce que ça peut passer un sujet pareil. Et voilà, c'est passé. Donc, on pourrait se dire, tout le monde ne fait pas de la 3D. Effectivement, les bases de la 3D, ça va servir qu'à un subset de gens. Bah oui, mais a priori, il y a un public pour ça. Donc, et c'est un truc aussi, ne vous auto-censurez pas. C'est-à-dire que... C'est vrai que je dis... C'est exactement ça. Très souvent, je dis, la pire chose qui puisse vous arriver, c'est d'être sélectionné. C'est ça. En fait, le comité de sélection, parce que vous allez postuler avec votre sujet, c'est eux qui vont se dire, est-ce que nous, on a un public pour ça ? Et ça peut des fois vous surprendre. Moi, des fois, je postule avec quelques conférences et c'est pas forcément celle que je pensais qu'elle allait passer qui est passée. Et vraiment, en fait, ne vous censurez pas. En fait, postulez avec vos sujets. Après, on vous dira. Enfin, c'est le comité de sélection qui fait son choix, en fait. Cette partie-là, on en reparlera un peu plus tard parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus sur comment c'est sélectionné, etc. Mais ouais, ce qu'on voulait vous dire, c'est ne vous auto-censurez pas. Ok, donc je pense que là, on a fait le tour de sur quoi on peut piocher. Il y a un autre truc aussi, c'est n'hésitez pas à, quand vous vous lancez, alors là, on sort un petit peu de l'idéation, mais ça peut énormément vous aider de co-speaker en premier talk. Et notamment de speaker avec des gens qui ont déjà eu de l'expérience de le faire. Alors, tout le monde n'a pas malheureusement la chance de connaître des speakers, mais il y a des speakers qui se proposent des fois régulièrement du co-speaking comme ça. Dire s'il y a des gens qui ont envie de faire un talk, moi je suis chaud pour aider et co-speaker avec. Craft Record, nous on fait du coaching, donc vous pouvez venir et on vous aide à préparer votre sujet, etc. Donc il y a des structures. Vous pouvez nous suivre sur Twitter d'ailleurs si ça vous intéresse et on pourra vous rediriger vers celle-ci. Donc pour revenir sur le cœur du sujet, donc trouver l'idée. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est trouver une idée pour nous, Jeff. Attends, je rajouterai quand même un tout petit truc sur la gestion du timing, parce que en fait, avoir une idée c'est bien, mais ça ne dit pas le format. En fait, une question qu'il faudra se poser. Donc on a déjà dressé un petit peu ce sujet-là. Quand on va vouloir proposer un sujet, c'est quoi mon objectif ? Quel est mon objectif ? Est-ce que je veux faire découvrir ? Est-ce que je veux donner un retour d'expérience, etc. Est-ce que je veux créer l'envie ? Ça, c'est vraiment... Est-ce que tu vois, j'ai découvert une techno super cool et j'ai envie que tout le monde y passe. Et ça, c'est des questions qu'on doit se poser. J'adorais, c'était Mix IT qui avait ça à une époque dans son CFP. Alors maintenant, ils sont passés sur Papercall. Ils avaient une question dans le CFP obligatoire à laquelle il fallait répondre. C'était « Résume-moi en une phrase ce avec quoi les gens ressortent de ton talk ». Ultra pertinente. Qui est importante de se poser parce que du coup elle va vous définir un format. Et donc si on parle des formats principaux qui existent dans le monde des conférences, il y a des formats courts, en général 20 minutes, des formats longs, 60 minutes, et des formats très longs, 2-3 heures. Et les 2-3 heures peuvent se décomposer soit en mode universitaire, donc one-to-many, ou au contraire mode atelier, Code Lab, Endzone, ça a 150 000 etc. Exactement. Et quand on réfléchit à un sujet, en fait, très souvent, on va se poser la question, moi je me pose très souvent la question de dans quel format. Par exemple, là, cette année, je voulais le mettre à WebAuthn, qui est un sujet d'autante dans le navigateur. Et je voulais faire découvrir le truc, et je me suis dit que le plus pertinent pour faire découvrir ce sujet-là, c'était pas une conférence, c'était de faire pratiquer les gens. Et donc, j'ai choisi de faire un Code Lab, par exemple. Et vous voyez, quand on identifie le sujet, en fait, et c'est la question à laquelle on va se poser avec Julien, justement, c'est de se dire, ok, ce sujet-là qu'on va créer de toutes pièces, sur quoi on parle ? Exactement. Est-ce qu'on se dit que c'est un atelier ? Est-ce qu'on se dit que c'est une université ? Peut-être pas. Ça va faire beaucoup de préparation. Surtout que j'en ai eu dans le tuyau en plus. Mais effectivement, en fait, ça va vous aider à cadrer votre sujet et savoir parce que typiquement, souvent les gens n'ont pas conscience de ça, ils partent juste sur une idée et se dire, en fait, il y a des trucs que tu peux parler en 1 heure, il y a des trucs que tu peux parler en 20 minutes, mais c'est pas interchangeable. Ou ce dont tu peux parler sur 20 minutes va limiter grandement en fait ce que tu peux dire du sujet. Faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de conférences, pour les gens qui n'ont jamais donné de conf, qui vont favoriser les débutants sur les formats les plus courts.
Il y a des conférences qui vont dédier les formats les plus courts de 15 minutes, 15-20 minutes aux gens qui n'ont jamais donné de conférence. Alors, on pourra expliquer le pourquoi. C'est pas forcément le but là. On le fera peut-être quand on parlera des CFP, etc. Mais c'est aussi, voilà, c'est quelque chose à garder en tête. Ce qu'on peut développer du coup en 15 minutes, c'est pas la même chose qu'en 45, c'est pas la même chose qu'en 3 heures. Donc effectivement, là avec Jeff, nous on avait déjà choisi de partir sur un format court, notamment pour limiter la préparation d'un sujet et pour que ce soit plus appréhendable aussi pour le restituer dans un live. Donc là, on s'était dit quand même on allait partir sur quelque chose de 15-20 minutes, ce qui va pas mal cadrer en fait ce qu'on peut dire d'un sujet dedans. Donc en 15-20 minutes, généralement, vous développez une idée principale. Vous n'allez pas pouvoir faire un tour d'horizon de technologie. J'ai déjà vu des gens tenter de faire ça en 20 minutes, ça ne me fonctionne pas. Vous pouvez pas faire de deep dive sur un sujet. C'est genre vous prenez soit un sujet et vous l'expliquez dans sa globalité, en abstrayant, soit vous prenez un élément du sujet que vous allez rentrer en profondeur, mais vous n'allez pas faire beaucoup plus que ça en fait. En général, j'ai tendance à dire qu'un sujet de 20 minutes réussi, c'est un sujet où le public ressort frustré parce qu'il a envie de creuser plus. Ça veut dire que vous l'avez intéressé. C'est un peu paradoxal de se dire qu'on crée un auditoire frustré, mais au contraire, ça veut dire que justement, on a piqué leur curiosité suffisamment pour qu'ils aient envie d'aller plus loin. Mais effectivement. Et un truc que tu as dit et qui va nous servir notamment quand on va postuler en conférence et qui est très important, c'est qu'est-ce que les gens vont en retenir de ce sujet. Et si vous n'arrivez pas vous-même à répondre à la question, c'est que votre sujet il n'est pas forcément assez maturé. Voilà. Et à qui vous vous adressez. À qui vous adressez va énormément aider à cadrer le sujet, et je pense que là on va le voir en commençant à réfléchir de quoi on peut parler. Yes. C'est ça. Voilà. Donc là, tu vois, c'est la page blanche. Alors, mais c'est le moment. En même temps, on se l'était dit. On est en mode live, donc on voulait pas tricher. Donc on a vraiment rien préparé avant le Twitch. Enfin, pour le sujet, en tout cas, ouais, on n'a pas préparé. En tout cas, pour le sujet, on voulait vraiment pratiquer l'exercice. Donc, question que je me pose. Donc, je me pose plusieurs questions. Julien, est-ce qu'on a intérêt à trouver un sujet sur lequel on aurait de l'appétence commune, ou au contraire amener... parce que toi, t'es quand même un peu plus API back que moi. Je suis plus un front guy. Donc... Attends, je vais juste répondre à quelques questions là du live. Ouais. Un talk c'est Eldori qui dit ça. Un talk sur un sujet que l'on connaît moyen, ça doit augmenter la charge mentale. En fait, ça dépend ce que tu appelles charge mentale, en fait, Eldori. Est-ce que ça va te rajouter du... En fait, moi, pour avoir déjà fait des talks sur des sujets que je pense maîtriser, en fait, je pense maîtriser et que je maîtrise, en fait, tu te rends compte qu'il y a des trucs... tu vas devoir creuser de toute manière parce qu'il y a des choses sur lesquelles ton cerveau a fait des raccourcis, et pour expliquer ça aux gens, bah, de toute manière, tu vas faire des recherches pour pas te planter, en fait, tu vois. Donc, est-ce que ça rajoute la charge mentale? Et je suis pas sûr. T'as peut-être plus grande learning curve, c'est vrai, mais est-ce que ça rajoute de la charge mentale? Je ne sais pas, en fait. Je suis pas sûr, parce que d'un côté, un travail sur un... En fait, et encore, ça dépend du sujet, parce que si tu es sur des sujets qui sont en technologie trigger, si on se réfère à notre cours de tout à l'heure, tu as très peu de ressources. Donc c'est beaucoup d'expérimentation. C'est assez difficile d'amener un sujet là-dessus. Il faut aller chercher vraiment l'info. Par contre, en effet, le rendu est beaucoup moins exigeant. Là où tu vas te faire un sujet sur lequel tu connaissais pas trop, mais où il y a plein de ressources, tu vas passer pas mal de temps à devoir consolider et mixer sur ce qui est déjà dispo, en tenant compte du fait que les attentes seront plus fortes. Et c'est pas tout à fait le même type de travail. C'est pas exactement le même type de travail. Et il y a Marcy qui dit que la peur de faire n'importe quoi, c'est de la charge mentale, non? Alors oui, mais si tu as ce genre de peur, même sur un sujet que tu maîtrises, tu risques de l'avoir. Parce qu'en fait, ce qui va se passer souvent quand tu construis un talk sur un sujet que tu maîtrises,
tu vas essayer de le restituer et au bout d'un moment tu vas dire ah mince mais cette partie-là en fait ça me semble pas clair. Ou tu vas le donner devant des gens, ils vont te poser des questions et tu vas pas te sentir assez solide sur certaines parties. Donc en fait, quelque part cette peur va exister, elle sera peut-être plus exacerbée dans un sujet que tu ne maîtrises pas au début, mais c'est pour ça qu'il faut se rassurer il faut se rassurer en utilisant des techniques de réalisation qu'on parlera après, qui va nous permettre d'avoir du feedback de manière un peu plus rapide et justement de se créer des filets pour éviter pour éviter de taper à côté de la cible, pour éviter les questions pièges aussi. Mais tout ça, on en parlera plus tard parce que là, le sujet, c'est surtout l'idéation. C'est ça. Et juste, je rebondis sur la dernière remarque là, de Marciriac. Excuse-moi, si j'écorche ton pseudo. Ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec une personne que je mentore aussi en ce moment. Il m'a demandé est-ce que tu considères des étapes de ta carrière de speaker ou speakeuse. Et en effet, je pense que c'est quand même plus intéressant de commencer par par ta boîte, par tes collègues et éventuellement les meet-up locaux. Tu vas aller adresser des sujets pour une raison toute bête qui fait que la pression de l'auditoire est beaucoup moins forte. Les gens, quand c'est tes collègues ou quand c'est un meet-up, ils n'ont pas payé pour te voir. Ils sont venus parce qu'ils avaient un intérêt pour le sujet. Et ils vont être beaucoup plus indulgents. Ah, ok, merci, ok, pardon. Ah oui, c'est deux trucs, ok, pardon. Alors que du coup taper une conférence, un Devox, un Defes, si on prend l'exemple de Devox, si vous avez regardé les prix, j'aime bien Devox, mais c'est quand même un petit peu cher, donc forcément quand on va à Devox, on attend un certain niveau d'un point de vue conférence. Et donc s'attaquer en première conf à une conf comme Devox, c'est en effet se rajouter une certaine pression qui fait que on pourrait peut-être s'en passer dans les premiers exercices et on pourrait peut-être viser des audiences un petit peu plus un peu plus light pour prendre confiance et analyser aussi sa façon de parler. La toute première conf que j'ai donnée, c'était face à des collègues. Je pensais faire un truc de 30 minutes, j'ai fait un truc de 2 heures. Donc j'ai compris que j'avais un énorme problème avec la gestion du temps. Et heureusement que je l'ai fait face à des collègues. Bah après, du coup, merci pour la connaître. Sa première conf, elle va la donner à Devox, là. C'est pression maximum. C'est pour ça qu'elle rigole avec ça. Ok. Non, mais après ça veut... Non, mais ce que je te conseille dans tous les cas, Marcy, ça sera après de faire des répètes face à une audience. Ouais. Mais pareil, ça, justement, se créer son filet de sécurité, c'est quelque chose qu'on verra dans la partie réalisation et la partie restitution qu'on traitera, je pense, dans d'autres lives. Il y avait aussi d'autres questions, c'est une fois que le sujet est prêt ou quelle plateforme choisir. Ça, c'est pas le sujet du live d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on traitera aussi. Donc, pour se remettre du coup sur le choix du sujet, Jeff, yes. Tu disais, oui. Moi, c'est vrai que je suis plutôt je suis full stack, mais plutôt spécialisé côté back. Mes domaines de prédilection, c'est tout ce qui est domaine driven design, bonne pratique, donc du craft, de la sécurité applicative. Après, je suis moi-même coach, donc en fait, c'est aussi, ça peut être des aspects plus humains, d'organisationnel, des aspects organisationnels, de process, de culture. Pas ça ou côté sécu, toi, t'es comment, tu te considères comment? Alors, ça dépend sur quels aspects. Sur l'AppSec, ça va, je suis à l'aise, je suis très à l'aise même. Sur du chiffrage plutôt, chiffrage de données ou des choses comme ça. Alors, ça dépend quelle partie tu parles de. Tu as quoi en tête? En fait, j'ai en tête, je sais que dans le web, il existe une API qui s'appelle Web Crypto, qui permet de chiffrer des données avec des clés de sécu, etc. Et donc, tu vois, c'est une manière de sécuriser les données côté front, mais en utilisant des histoires de sécurité. Et moi, je suis pas très pro, je suis pas un excellent d'un point de vue sécurité. Je me posais la question si toi, tu avais justement
la connaissance. Sur ça, ouais, si, bah, en fait, ça, c'est pas forcément un souci pour moi. Le truc, c'est, alors du coup, si on se lançait sur un sujet pareil, et c'est en résonance du commentaire qui vient d'être mis dans le chat, c'est qui on viserait en fait. Du coup, à destination de qui ce serait? Ce serait déjà des développeurs front, du coup, déjà. Éventuellement, ouais, je pense. Et leurs besoins, c'est quoi? C'est quel type de données qu'ils aimeraient... à quoi servirait l'API pour eux? Parce que là, on a parlé... Ouais. C'est drivé par un POC que j'ai fait il y a 2 ans. C'était pour une boîte d'assurance, tu vois, qui avait un besoin de chiffrer les contrats sur le côté front. D'accord, donc ça veut dire que tu as de la data côté front et les faire passer dans le tunnel HTTPS, c'est pas suffisant pour d'un point de vue sécu pour eux. Et du coup, il y a un chiffrement qui est fait en plus de la donnée avant que ça parte sur le réseau, c'est ça? Non, en fait, vu que c'est stocké. Par exemple, tu vois, je télécharge en HTTPS mon contrat, je le récupère et je veux le stocker pour ne pas avoir à le retélécharger plus tard. Mais par contre, je veux que son stockage soit sécurisé. Je veux pas que n'importe qui se pointe en branchant mon téléphone puisse aller lire la donnée comme ça. Ah, d'accord. Alors du coup, c'est des API du browser? Ouais. Mais et c'est du stockage dans quoi? Dans local storage ou ça n'a rien à voir avec moi, ça? j'avais fait dans IndexitDB, mais on pourrait aussi le faire dans local storage. Ok, donc c'est du stockage que tes clients. C'est ça? D'accord, ok. Donc c'est du stockage que tes clients, ok. Et du coup, c'est de parler de ces API-là, elles sont déjà... elles sont partout en plus, c'est ça le pire. C'est ça qui m'a surpris, c'est que quand j'ai découvert cette API, j'ai découvert que c'était dispo sur les navigateurs modernes. À chaque fois, j'exclus on s'ennuie. Mais bon. Et du coup, en fait, je pense que ce qui est pas mal dans un sujet comme ça, ce serait de potentiellement montrer le problème de pas le faire. Ouais, c'est ça, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et j'aime bien faire des talks comme ça, c'est qu'en fait, tu sensibilises au problème plus que... Enfin, d'abord, avant de montrer la solution, parce que les gens, en fait, voient une solution pour un problème pour lequel ils n'ont pas forcément d'empathie, tu vois. Et du coup, ce serait, vous avez de la donnée potentiellement sensible, comment vous la sécurisez? Parce que, alors je sais pas si on arrive à avoir un use case où on récupère la data, si d'un local storage ça pourrait se faire, ça, je pense. On pourrait prendre des photos, tu vois, genre je prends une photo et puis je la stocke. Ouais. On se fait une sorte de c'était comment ça s'appelle les machins là, où ils ont leaké les photos perso des C'était iCloud, non? Ouais, voilà. C'était les failles de sécurité sur iCloud. Ouais, du coup, Après, en fait, c'est autre chose. Hein. Du coup, tu prends des photos que t'as pas envie de qui leak, quoi. C'est ça. et en fait, tu veux les stocker sur ton mobile ou ton mobile ou enfin, whatever. Et c'est comment utiliser donc ces API là pour s'assurer que la donnée est chiffrée et non utilisable si t'as pas. Et tu sais si c'est un truc qui marche avec des clés. Oui, si, ça marche avec des clés. C'est vraiment, ça respecte les standards de la crypto. Par contre, c'est là où moi et mes connaissances sont assez light. Hein. Moi, j'avais utilisé un truc assez basique. Enfin, assez basique. Je sais plus, je crois que c'était de la ES 256 ou je sais plus comment ça s'appelle. Avec une bête clé de salage et ça suffisait. Mais bref. En fait... Après, voilà, ça c'était une idée, mais tu as raison. Moi, j'aime bien aussi les sujets ouverts. Je traite de moins en moins de sujets tech. Donc à voir. Ouais, ça, je pense que c'est un truc où on pourrait notamment rejoindre nos deux compétences. En plus, là, on est en train de parler de co-speaking, hein, en plus de parler de créer un talk. Ça. Et là, on est dans une démarche où on est deux personnes qui veulent faire un talk ensemble et on essaye de trouver des points de recouvrement. Donc ça, c'est un sujet potentiel, effectivement. C'est ça. Et je pense Après, que... Ouais, vas-y. Je
je tiens à préciser quand même que dans notre démarche, la volonté, normalement, la volonté de co-speaker vient d'un intérêt commun. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on fait là à la base sur le Twitch. C'est comme ça qu'on a décidé de co-animer ce Twitch. Et j'avoue, on force un peu le trait pour trouver d'autres sujets. C'est vrai. Normalement, on force pas le trait. Ouais, non, c'est ça. Rassure. C'est vrai que là, l'exercice, il est un petit peu pas naturel dans le sens où, généralement, moi, quand je fais du co-speaking, je discute avec quelqu'un et tiens, on a un sujet, tiens, ça te dirait pas qu'on le présente. Là, c'est plus que nous deux, on a envie de vous transmettre les manières de faire. Et que la conf en elle-même est un prétexte, en fait. Enfin, c'est pas un prétexte, mais c'est un exemple. La conf qu'on va construire. Donc c'est vrai que du coup, on fait un peu le truc à l'envers et que c'est pas naturel de le faire comme ça. On aurait pu faire une conf sur comment faire des confs, mais bon, ça, j'en ai déjà fait une. Ouais, puis moi aussi, j'en ai une en prépa, pareil. Comment? Non, ça où, en effet, je me pose la question justement d'un point de vue pertinence, sincérité, comme tu disais, peut-être partir sur un sujet pas tech. Ouais. Comme ça, on sait qu'en plus, si on se dit que l'audience, c'est les gens qui nous suivent là, on a potentiellement face à nous des gens qui sont pas tous que back, que front, peut-être PO, ou des choses comme ça. Donc on a tous en commun une appétence, certes à la technique, mais pas forcément au code, ou à un aspect du code. Donc on peut peut-être en effet, comme tu dis, travailler un sujet autour de ça. Toi, les problématiques humaines, on va dire, donc si c'est des problématiques humaines, c'est quoi les trucs que tu as rencontrés récemment? Du coaching, c'est ça? Toi, tu es plus là-dessus en ce moment? Ouais, moi maintenant je suis coach et en fait tu as plusieurs aspects. Tu as l'alignement de culture. En fait, il y a beaucoup de choses que les gens négligent, qui est l'humain. C'est-à-dire qu'on parle de bonnes pratiques, on parle de techniques, on parle d'outils, mais on oublie toujours l'humain et beaucoup d'échecs. D'échecs en logiciel sont plutôt liés à des problématiques humaines. Dans les problématiques humaines, tu as l'alignement, le partage de la culture, l'alignement, l'animation de la culture. Et t'as plusieurs aspects là-dedans. Ça va du recrutement jusqu'à comment tu fais du cultural change dans ta boîte. C'est aussi le fait qu'on arrive trop souvent dans les boîtes avec des process préétablis avant même de savoir quelles sont les personnes qui seront impactées par le process. Et là, tu deviens presque anti-agile, quoi, dans ce genre de truc. Et voilà, alors, c'est très flou ce dont je suis en train de parler parce que c'est très générique. Regarde, ouais. L'idée d'Egmar, un talk sur le mentoring. Un talk sur le mentoring. Ouais. Ça aurait du sens, non? Un peu par rapport à ça ou Un talk sur la LotCon, ouais, on me dit. J'en ai un en préparation. J'ai une vidéo en préparation là-dessus. C'est élastique. Mais ouais, le mentoring. Donc ce serait comment? C'est sur quel angle, en fait? C'est quoi l'intérêt? Il faut qu'on voit pour que ça ne fasse pas prétentieux. Et pourquoi c'est pertinent de mentorer des gens? C'est quoi la plus-value du mentoring? Ouais, ou sinon, c'est quoi une bonne posture de mentor? Parce que c'est pas mal ça. Parce qu'en fait, souvent, souvent en fait, ça va être un peu trop paternaliste comme approche. Et on pourrait parler du mentoring en général. Qu'est-ce qui permet l'empowerment même, tu vois? Et là, on va même plus loin. On pourrait dire surtout qu'en plus toi, tu es directeur d'agence. Moi, j'ai dirigé aussi des devs. Et ça a été un sujet réel. C'est comment tu arrives à donner la confiance. Enfin, en gros, tu as toujours ce souci entre l'autonomie et la liberté, parce que c'est deux choses différentes. Autonomie, liberté. T'as aussi, enfin voilà, comment tu, enfin c'est un peu, le talk là sur les sous-marins,
Ah oui, le commandant de sous-marin américain, là, je sais pas comment il s'appelle. c'est trop bien, il est génial ce truc. Il est génial. Faudra qu'on le retrouve et qu'on Je le me partage. rappelle plus du nom, mais ouais, comment t'empower les gens. Et ce qui est cool dans l'empowerment, c'est que ça ne touche pas que les managers, ça va jusqu'au tech lead. Ça. C'est parce que, enfin, moi, j'ai une vision du tech lead qui est pas le tech lead qui décide de tout, qui va dire non, mais tais-toi, c'est pas comme ça qu'on va faire, etc. Le but, c'est de faire monter les gens en compétences et leur donner de l'autonomie. Et comment on arrive à faire ça en s'assurant que le truc aille dans le bon sens. Ça turn the ship around, je crois que c'est ça. Ouais, turn the ship around, ouais, c'est ça. Ouais. Et je vous conseille d'aller voir parce qu'il est génial ce truc. Bah non, attends, on va le faire. On va faire la version 20 minutes. Mais il dure 20 minutes en plus. Hein. Non, c'est un super. Non, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Ouais, j'aime bien l'idée. Ok. Moi, ça me parle bien. Ça me parle bien ce sujet-là, parce que c'est vrai que c'est des problématiques qu'on rencontre tous, et même sur lesquelles les gens seraient capables de se projeter, même s'ils ne sont pas dans le rôle du lead. Bah exactement. Ouais. Je pense que ça peut être un bon sujet. Après, vous pouvez nous dire, d'ailleurs dans le chat, si vous trouvez que le sujet a du sens ou pas. Hein. Mais il y a des gens qui nous parlaient de mentoring et c'est juste qu'on a pris un petit peu un truc un peu plus abstrait, quoi. Plus diff coach. La différence avec le coaching. Alors, c'est marrant parce que moi, je te dirais qu'un bon lead est un coach. Parce que moi, j'ai fait évoluer en fait mon lead, enfin en tant que tech lead et mon management vers du coaching. Et je suis presque en train de vous faire mon talk, quoi. mais en gros, pour moi, c'est l'une des meilleures postures à avoir en fait. Voilà. Non, mais ouais. Non, mais alors, est-ce que du coup, on prend le. J'arrive pas à le prononcer. L'empowerment. Ah, merci. Tu le diras parce que je n'arrive pas à le dire. Mais ou en effet, vraiment la posture de mentor. Ouais, j'aime bien quand même le côté empowerment parce que je pense que ça adresse un peu plus les problématiques d'équipe. Alors du coup, il y a deux choses à déterminer si on parle là-dessus. C'est à qui on s'adresse et quel angle on prend. Alors, je vais juste dire quelque chose sur l'angle, parce que ça, c'est un truc très important que auquel les gens ne réfléchissent pas. Un sujet, en tant que tel, un topic n'est pas un sujet. C'est ça que je vais dire. Je vais faire un talk sur Kubernetes, on ne sait pas de quoi vous allez parler. Et en plus, ce qui va se passer, c'est que des fois, le sujet que vous voulez traiter a déjà été pris en conférence, même dans la conférence dans laquelle vous allez aller, que vous voulez postuler, les années précédentes ou en concurrence du vôtre. Et des fois, on me dit, mais je vais pas faire un talk sur architecture hexagonale, ça a déjà été traité 50 fois. En fait, c'est pas le sujet réellement que ça a déjà été traité, mais c'est quel est l'angle que vous apportez, qui va être différenciateur, et qu'est-ce que vous allez apporter aux gens, en fait. Donc, tu vois, l'empowering, enfin, vous voyez, l'empowering, ça peut être l'empowerment, pardon, ça se dit pas empowering, l'empouvoirment en français, c'est quelque chose qu'on peut aborder de plusieurs manières différentes. Donc, je pense que là, il faut qu'on se cale un angle et de savoir en fait, mais ça va être vachement lié à qui est ta destination, le message. J'aurais presque envie quand même de m'adresser à un public un peu plus tech lead ou manager. Alors du coup, tech lead manager, enfin toutes les fonctions, on va dire, d'encadrement, parce que tu pourrais même considérer qu'un Scrum Master, ça rentre aussi là-dedans. Parce que je trouve que des fois, il y a des dérives du rôle où tu arrives plutôt sur du contrôle et pas... Donc toutes les fonctions, on va dire, d'encadrement et de lead, on pourrait... Quoi qu'on pourrait aussi se dire qu'on pourrait prendre des gens qui ne sont pas... Le problème, c'est qu'il faut que je suis partagé sur un truc, c'est que si on adresse le sujet, on va s'adresser à des gens qui ont envie de changer. Ouais. Là où ce qui serait cool, c'est que ce discours ait des échos sur des gens qui n'étaient pas sensibles à ça à la base. Mais alors du coup, là, ce qu'on est en train de se dire, c'est que notre cible, c'est peut-être des gens qui sont pas forcément réceptifs à notre message de base. C'est ça ?
Bah ouais, mais c'est le plus dur. J'ai eu le même débat il y a pas longtemps. Je cherchais des top speakers pour mon top DevFest et il y en a, ils m'ont répondu, ils m'ont dit oui, ok pour la keynote. Je dis ah non, je suis désolé, c'est pas pour une keynote. Et personne m'ont dit bah non, en fait on veut pas parce que du coup si on fait pas en keynote, on touchera que des gens qui sont déjà sensibles à la cause et on touchera pas tout le monde. Alors, ouais. J'ai peur que ce soit systématiquement l'effet. Ah bah, moi, Donc, j'ai une technique pour ça. Mais là, on commence à... il faut trouver un truc putaclic en termes de titre. En ouais. fait, là, t'as pas le choix. En gros, en gros, c'est vrai que quand tu es sur du cultural change, et je connais quelqu'un dans le chat qui a une démarche un peu comme ça, c'est que quand tu es sur du cultural change et que tu veux taper dans une cible qui est pas forcément à l'écoute du message, en fait, faut les amener à s'intéresser au message, notamment je dirais pas en provoquant, parce que faut pas non plus être dans la provoque, mais jouer sur leur biais potentiellement, tu vois. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, on aurait un titre, alors je sais pas comment le traiter, en fait, il faudrait qu'on qualifie les biais pour nous trouver la meilleure approche pour les convaincre de venir nous voir. Comment j'ai planté un projet. Ouais, un truc du genre pourquoi vous allez bien planter votre projet, tu vois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ok. Qu'est-ce que tu préfères? Parce qu'il y a deux approches. C'est soit on se dit on veut viser une population non sensible, ou au contraire, on vient donner des tips pour aider des gens qui sont là-dedans et qui veulent accélérer. Alors, en me contextualisant à l'exercice là qu'on est en train de faire, je dirais que comme premier talk, essayer de taper dans une audience qui n'est, enfin, si on n'a jamais donné de talk, taper dans une audience qui n'est pas forcément favorable au message tout de suite, ça va demander encore plus d'énergie et et d'être hyper faire attention à beaucoup de choses. Alors du coup, je pense que c'est un super truc, mais je me risquerais pas à ça là, en tout cas. Enfin, en gros, en fait, on pourrait. En vrai, nous deux, je pense qu'il n'y a pas de souci, on peut le faire, en vrai. Mais je pense que... Alors, est-ce que je prends trop de pincettes ou pas? Est-ce que c'est pas mieux de Non, dire... non. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, je pense. Et puis, c'est une bonne démarche de se poser la question. On verra. En fait, je pense qu'on peut se dire, ce que je dis très souvent aussi quand on réfléchit à des sujets, tu vois, on fait d'abord cette version-là, qui est pragmatique et qui aide les gens. Et dans un second temps, si on se dit ça a bien marché, c'est cool, dans ce cas-là, on va s'attaquer à ceux qu'on n'a pas réussi à toucher la première fois. Ouais, je suis assez d'accord. Donc en fait, simplifions l'exercice là pour pouvoir mener le truc facilement. Quoique, en fait, en vrai, je sais pas, je suis hyper partagé. Non, moi j'aime bien j'aime beaucoup ce que tu disais. Je suis plutôt convaincu au contraire par le fait de se dire que ça va être un recueil de bonnes pratiques. Même pour nous, ce sera pertinent, ça nous permettra d'avoir la prise de recul, de montrer le travail que tu as justement quand tu as des connaissances à transmettre, quelles sont les phases par lesquelles tu passes, comment tu synthétises, etc. Non, j'aime bien. Alors du coup, ce serait la cible qu'on vise, elle est un petit peu plus hétérogène, c'est-à-dire qu'on va avoir potentiellement des gens qui vont être dans le command et contrôle, et on va avoir des gens qui vont être qui se disent c'est une bonne chose, n'importe, mais je sais pas comment faire, ou j'ai essayé mais je n'ai pas réussi. Donc on va dire que notre cible c'est ça, si c'est ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi ça me va bien. Et du coup, si on caractérise que les gens vont retenir de ce talk-là, c'est des moyens actionnables qui vont les permettre d'essayer, au sein de leurs équipes, en fait, des techniques qui vont leur permettre en fait de commencer à apporter de l'autonomie aux gens tout en collectant aussi du feedback. Alors, en gros, pour le dire rapidement, ce qui fait marcher l'empowerment, c'est la transparence, le feedback, la transparence, l'autonomie, et je dirais le dialogue en fait, parce que la chaîne de responsabilité, et les responsabilités claires.
les responsabilités claires. Ça, c'est un truc qu'on oublie notamment quand on travaille dans des structures à flat hiérarchie. Souvent, ce qui ne marche pas, c'est le fait que les responsabilités sont pas claires. Donc là, en fait, on a, je pense, les gros axes du talk. Alors, les axes, on les a pourquoi ? Parce que on a, nous deux, de l'expérience sur le sujet. Voilà, c'est pour ça que ce truc sort assez vite, en fait. Hein. non, mais voilà. Enfin, mais ce qui nous drive de ça, enfin, pour refaire le process, c'est qu'est-ce qu'on veut que les gens en retiennent, et on construit à partir de ça. C'est qu'est-ce qu'on veut qu'ils en retiennent, des techniques. En fait, on va déjà comprendre les piliers du truc, donc on cite les piliers. Les techniques, on les a pas encore données. De toute façon, je pense qu'on va devoir débattre tous les deux sur nos manières de faire pour aider les gens à grandir, en fait, et à gagner en autonomie. Non, ça me paraît bien. Et là, un truc important, c'est fait exprès. Pour l'instant, Julien et moi, on considère qu'on n'a pas encore proposé notre talk dans un CFP, qu'il n'a pas été encore retenu. Donc pour l'instant, on ne va pas faire plus de travail préparatoire de conf. Mais et ça, on a une idée. On a une idée. En fait, y a pas mal de gens qui ont l'impression que pour pouvoir avoir une idée en conférence, il faut que le truc il soit déjà tout fait. Ça, c'est une mauvaise idée pour plusieurs raisons. Ça peut prendre beaucoup de temps, déjà, la préparation d'un talk. Donc, si vous commencez à réaliser le truc alors que votre message il est pas clair, parce qu'on verra qu'on va raffiner votre message au fur et à mesure, vous allez construire un truc qui va pas forcément être hyper compréhensible et vous risquez d'être jamais pris avec ce sujet, hein, parce que vous n'êtes pas passé par les étapes où vous prenez du feedback au fur et à mesure. Voilà. On va voir que le CFP en lui-même, donc de candidater à une conférence, c'est un test du sujet, notamment parce que les organisateurs peuvent aussi vous poser des questions pendant la phase de candidature et vous amener à raffiner le sujet. Donc en fait, de préparer le truc en avance, c'est un peu comme faire un gros cycle en V, un effet tunnel, et se dire, en fait, vous n'avez jamais pris le feedback de vos users, vous avez livré le sujet en prod. Et puis vous espérez que ça marche. Malheureusement, pour les talks, c'est pareil, ça ne fonctionnera généralement pas, en fait. Donc il faut tester le sujet en fait un petit peu et il se teste de plusieurs manières et on le verra au fur et à mesure des lives qu'on fait. Mais donc ça sert à rien en fait de construire le talk réellement avant de savoir où est-ce que vous allez le présenter, d'être sûr de le présenter. Et c'est pas forcément pour une conférence, ça peut être pour un meet-up. Vous dites là, je vais le construire parce que mon objectif c'est de le donner à tel meet-up dans 6 mois. Ça c'est une bonne démarche de faire, mais de construire le sujet sans avoir de où vous allez le présenter, ni si ce sera présenté, je le conseille pas personnellement. Ouais, je suis complètement d'accord. Hein. C'est certains des talks, moi par exemple, j'ai passé plus de 100 heures à les préparer. En effet, si j'avais dû faire 100 heures dans le vent, sans que mon sujet soit retenu, je ne vous cache pas que je l'aurais eu un petit peu mauvaise. Quoi. Et il y a Amandine... Enfin, certes, vas-y. J'aurais progressé, mais c'était pas vraiment l'idée, quoi. Et il y a Amandine qui dit « J'étais parti du principe qu'on fait déjà une presse en interne, voire meet-up, et ainsi une bonne base, on envoie en CFP. » Oui, bien sûr, tu peux faire ça comme ça. En fait, le seul sujet mon propos, c'est surtout de se dire « Est-ce que tu vas le présenter, ce sujet ?» Si c'est à destination de l'interne, ça marche aussi en fait. Tu peux te lancer dans la construction de ce sujet-là. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir du feedback sur ton sujet. Je sais que le feedback peut faire peur parce qu'on va se dire ouais, machin, c'est-à-dire que je l'ai mal préparé. Mais non, en fait, il faut prendre le maximum de feedback dans les phases les plus tôt possibles. Et d'ailleurs, quand vous réfléchissez à un sujet, n'hésitez pas à le tester auprès de votre collègue. C'est-à-dire, là, vous avez une idée, vous allez voir avec vos collègues, vous en discutez, vous dites tiens, j'aimerais bien te parler de ça. Est-ce que toi, ça t'apporterait de la valeur si j'en parle, tu vois ? Est-ce que ça et ça vous permet déjà de savoir s'il va y avoir de l'appétence un petit peu pour du sujet, quoi. Et puis après, vous pouvez demander des conseils à des gens plus expérimentés. C'est ça. Ouais. Je vais décaler un tout petit peu le débat, tu vois, Amandine, par exemple, si tu dis presse interne, eh bien, en fait, le travail d'idéation, tu l'as déjà fait. Par contre, je te conseille pas de préparer ton talk tant que tu sais pas quand est-ce que tu vas le donner. Si au final, tu te rends compte que le système où tu voulais présenter, il est complètement abandonné et que
c'est pareil, tu te retrouveras à avoir fait du travail pour rien, même si c'est pour de l'interne. En fait, c'est plutôt ça le processus, c'est globalement une presse que tu as travaillé à partir du moment où on a, entre guillemets, une échéance en vue, où on a la certitude de donner les choses. La rédaction d'un article, par exemple, c'est nous qui maîtrisons ça. Le moment de la publication, c'est une fin en soi. Donc la réalisation d'un talk, c'est pareil. C'est l'assurance du fait que je vais le donner en interne me garantit que je vais le préparer. Ouais, c'est ça. Et que tu vas pas y passer des heures pour rien, en fait. Alors, voilà. En tout cas, tu passeras pas des heures pour rien parce que tu auras toujours appris quelque chose. Mais c'est un travail trop colossal, surtout qu'on va vous conseiller, en plus de postuler avec plusieurs sujets en conférence. Je nuancerai à certains moments. Ouais, alors je dis pas 50 non plus, mais tu peux avoir au moins 2 sujets sur 2 formats différents. C'est ça. Donc, ouais, bien sûr. Et si tu commences à tout préparer, en fait, ça va te faire une charge de travail gigantesque. Mais ça, c'est encore des trucs qu'on parlera un peu plus tard dans le live. Donc, si on revient sur notre sujet, donc l'empowerment. Le troll. Je l'ai pas vu. Si tu prépares sur GearJS, c'est que tu t'attends 6 mois. Ouais. Effectivement. Donc, si on revient sur le sujet là de la conférence, donc c'est comment. Alors, les tips pour permettre aux gens en fait de grandir, comment on empower les gens dans une entreprise. C'est ça. Donc, la cible, ce sont des gens qui sont majoritairement dans des postures d'accompagnement. De lead ou en effet, qui sont amenés à devoir aider des gens. Et je mettrais aussi les gens qui se font accompagner pour aussi proposer aussi des choses. Tu vois, on pourrait parler de potentiel technique d'acculturation et ce genre de choses qui pourraient pas mal aider et aussi voilà donner des éléments, des outils que les gens pourraient proposer et pour justement aider tout le monde à monter en compétences. Donc, alors là, normalement, on arrive à la fin du live. Donc, est-ce qu'on a de quoi conclure? Est-ce que on parlera de l'angle, etc., d'une autre fois? Moi, je pense, parce que de toute façon, la prochaine session, ce sera direct CFP, quoi. Alors, justement, la prochaine session, qu'est-ce que c'est? Ça va être de candidater à une conférence. Et ça va nous forcer aussi à nous challenger sur notre sujet. Le sujet qu'on est en train de sortir là, on verra qu'il y a des bonnes pratiques à respecter pour candidater. Et ces bonnes pratiques vont aussi modeler notre sujet. Mais c'est pas des bonnes pratiques dans le sens, il y a une uniformisation à avoir, etc. Mais c'est un petit peu les questions qu'on se posait là. C'est quelle est la destination du talk? Enfin, quelle est l'audience? On va regarder aussi quel est l'esprit de la conférence aussi. Parce que, par exemple, si vous préparez un sujet bac et vous postulez à une conférence qu'il faut du front, voilà, enfin, on va regarder toutes les nuances de la conférence, quels sont leurs types de public d'habitude, et ça va permettre d'accès plus ou moins en fait notre talk. C'est le moment de la formation quand je forme les gens où je dis c'est le moment où j'enfonce des portes ouvertes. Parce que vous allez voir, on va dire énormément de choses qui vous paraissent évidentes, mais en même temps, tant qu'on vous les dit pas, vous faites comme tout le monde, vous n'ouvrez pas la porte. Très bien. Ouais, effectivement. Alors, du coup, on a notre sujet. On va le dégrossir la prochaine fois, un prochain live, on se mettra d'accord avec Jeff de quand on le fait. Et puis, vous pouvez nous suivre sur Twitter @craftrecords pour savoir quand est-ce qu'il aura lieu. La suite, donc on vient de le dire, ce sera postulé en CFP. Si vous avez envie de voir une conférence sur un peu plus, sur comment réaliser un talk, je vous le mets en lien, une conf que j'ai faite avec Estelle Landry sur Oser devenir speaker, qui traite un petit peu justement l'idéation, la réalisation, la restitution, etc. Quelque chose d'aussi important que je voulais dire là, il y a une conférence qui s'appelle le Camping des speakers. Dont le CFP est ouvert jusqu'au 20 février, qui va lancer avec Craft Records et TEDx sur Tours ce qu'on appelle un Youngblood. Et un Youngblood, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une mini-conférence en amont de la conférence
dédié au primo speaker. Donc n'importe qui peut candidater et c'est sur des formats courts. On propose un accompagnement aux gens qui veulent candidater à cette mini-conférence dans la réalisation de leur talk. Ils vont jusqu'à donner le talk en public et le public fera un vote ce jour-là. Donc on va prendre, je crois, à peu près 8 personnes. Et les meilleurs talks, en fait, seront pris d'office à la conférence. Donc les gens auront du coup la possibilité d'aller postuler pas de postuler, mais de jouer leur conférence au camping des speakers qui aura lieu, je crois, début juin. Ouais, c'est ça. C'est début juin. Dans le golfe du Morbihan. Donc, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Julien Topsu, vous avez mon tag là juste en dessous de mon nom. Le 10 juin. Et c'est un super tremplin, les Youngblood. C'est vers Vannes. C'est proche de Vannes. C'est proche de Vannes. Et en effet, c'est en même temps que des Festly, mais de toute façon, aujourd'hui, des collisions entre confs, c'est difficilement évitable. Bon, voilà. Bah, du coup, tu veux rajouter un truc Non, je vous ai partagé un lien vers une série d'articles que j'ai écrits il y a 6 ans, qui reste toujours autant valable, sur le parcours speakers. Mais que de toute façon, on va donner. J'espère juste que ça vous a plu, c'est surtout ça. Ouais, on espère effectivement que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir nous donner du feedback. En tant que speaker, nous, on adore ça, le feedback. On espère vous revoir lors des prochains lives. On vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Ça. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch et à nous suivre sur Twitter. En tout cas, merci à tous. Merci à toi, Jeff. Et puis, on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde.